Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walidou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Cette semaine et pour le premier épisode, nous partons à la découverte de Laurent Détailleur. Laurent est un acteur engagé du logiciel libre depuis de nombreuses années. Il est l'auteur de logiciels tels que AWS Stats, qui a eu son heure de gloire avant que n'arrive Google Analytics. Et il est actuellement mainteneur de l'ERP Dolibar. Mais ce n'est pas tout. Laurent et moi avons été collègues et j'utilisais déjà AWS Stats et Dolibar avant de le rencontrer. Donc, c'est un plaisir de l'avoir avec moi. Bonjour à toi, Laurent. Bonjour, c'est réciproque. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et à quand remonte ton intérêt pour le logiciel libre ? Donc, tu l'as dit, je me suis Laurent Détailleur. On me connaît aussi un peu sous le nom dans le monde du logiciel libre, sous le pseudo de LDY, E-L-D-Y. Je suis un ch'ti, originaire du Nord, donc je suis né à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. J'ai fait mes études là-bas, dans une école d'ingénieur à Lille, qui s'appelle l'ICEN. Et tout de suite après mon cursus universitaire, on va dire ma formation, j'ai ensuite déménagé sur Paris pour commencer une carrière dans l'informatique, puisque c'était vraiment ça qui me bottait. J'ai travaillé dans le monde de la société de services, différentes petites sociétés, puis des plus grosses. J'ai fait mes classes donc comme développeur, puis chef de projet, puis directeur, etc. Et puis ensuite, j'ai basculé, je suis passé entrepreneur. Donc ça, c'est pour l'aspect, on va dire, professionnel. Mais en parallèle de tout ça, j'ai aussi travaillé donc dans mon temps libre et par passion, uniquement et de manière bénévole, avant que ça devienne mon activité d'aujourd'hui et que j'en vive. Je me suis consacré au logiciel libre. Alors au début, je savais même pas que c'était le logiciel libre. Je pense que dès mes premières lignes de code, quand j'ai commencé à faire mes premiers petits programmes informatiques en basique, etc., j'avais déjà envie que ce que je produise soit utilisé par tous. Donc il y avait à l'époque, on est dans les années 90, même un petit peu avant, il y avait déjà la notion de shareware, mais la notion de libre ou d'open source, c'était des choses dont on ne parlait pas encore, c'était pas encore répandu, le mouvement n'était pas encore bien structuré. Donc je développais des petites applications et ma toute première, je m'en souviens bien, elle s'appelait Gadget PC. Et donc je l'ai mise en shareware. On pouvait acheter des logiciels gratuits comme ça. Et la particularité, c'est que j'ai indiqué dans le logiciel, si vous voulez les sources du programme, vous pouvez vous m'écrivez, je vous les envoie par disquette. Donc on va dire que j'ai vraiment commencé comme ça. J'appelais ça du shareware avec possibilité d'obtenir les sources. Je connaissais pas encore le nom de logiciel libre ou d'open source. Et puis voilà, ça me plaisait le fait que ce que je fais une fois, des tas de monde puisse le réutiliser. Je trouvais ça me faisait kiffer tout simplement. Et j'ai continué. Et puis ensuite, lors de mes premières expériences informatiques, j'avais un besoin qui était donc on est dans les années 2000, où ma société pour laquelle je travaillais, société de services traditionnelle, m'a demandé de faire le site web de la boîte. Et puis je voulais avoir les stats, etc. J'ai cherché des choses il y avait quelques outils qui existaient, mais je trouvais leur niveau de précision pas terrible. Et donc j'ai décidé de faire le mien. C'est comme ça qu'est né AWS Stats, où voilà, j'ai fait mon premier gros logiciel, gros succès, on va dire, puisque gros succès, ouais. Dans les années, je pense 2006, on va dire au pic du succès du logiciel, il y avait 80 millions de sites web. Donc aujourd'hui, ça fait rire parce qu'on en a beaucoup plus. Mais sur les 80 millions, une université américaine avait évalué qu'il y avait à peu près 30 millions qui analysaient leurs statistiques et qui faisaient du reporting sur l'usage des sites web grâce à cet outil. Le succès m'a donné confiance dans le modèle, puisqu'en fait, j'ai vraiment développé tout seul. Mais j'ai mis le code en libre accès. Donc dans les années 2000, le mouvement open source était structuré, donc il y avait déjà la notion de licence qui était connue. Donc j'ai décidé de distribuer en licence GPL, donc libre d'utilisation, libre de modification, libre de distribution.
Et j'ai comme ça eu des gens qui ensuite sont venus vers moi d'un peu tous les pays. Tiens, j'ai fait une petite amélioration, etc. Et donc, ça a conforté ma vision que proposer du code, le donner aux autres, c'était quelque chose de sympa, puisque en retour, je recevais moi aussi du code. Qu'est-ce qui t'a poussé, par exemple, à choisir la licence GPL plutôt qu'une autre licence? Alors à l'époque, ma vision de l'open source n'était pas aussi claire qu'aujourd'hui. J'avais pas toutes mes connaissances que j'ai aujourd'hui sur les licences copyleft, sans copyleft, etc. Et on va dire que c'est simple, j'ai pris la plus populaire. D'accord. Tout simplement. Ouais. Assez classique. Voilà. Donc j'ai vu que tout le monde qu'il y avait beaucoup de projets open source en GPL. Et donc j'ai dit je vais le faire aussi en GPL. Ça avait l'avantage d'avoir quelque chose de structuré. Il y avait une licence, il y avait un texte qui décrivait les règles de cette licence et il y avait un consensus sur ce on pouvait ou ne pouvait pas faire avec cette licence. Donc voilà, donc ça s'est fait naturellement sur cette base-là en fait. Dans ces années 2000, comment tu distribues ton code? Il y avait quoi comme forge logicielle à l'époque? Parce qu'on n'avait pas encore Git, on n'avait pas encore toutes les plateformes actuelles. Non, il y avait pas grand-chose. Alors il y avait CVS. J'ai commencé les premières lignes de code simplement en local. Et puis je le distribuais en zip tout simplement et en téléchargé. Ensuite, il y a eu CVS. Donc là, ça a permis de mettre le code en commun directement accessible à n'importe quel moment avec le détail, sans avoir besoin d'aller dézipper, etc. Puis ça permettait aux autres de pouvoir contribuer plus facilement. C'était pas encore le grand kiff, puisqu'en fait le principe de contribution sur CVS, c'est qu'on fabriquait un patch et puis on envoyait le patch au mainteneur. Donc je recevais des fichiers patch pour améliorer le logiciel WStats. On n'avait pas de stats, donc du coup j'ai fait un autre projet open source qui s'appelle CVS Changelog Builder, où on pouvait, dans le seul but de faire des statistiques sur l'usage de CVS. Donc ça me permettait de voir qui contribue, quand, l'évolution, à quelle heure de la journée, etc. Donc ça a été, on va dire, mon deuxième projet open source, qui lui a été moins connu, puisque CVS a vite cédé le pas à SVN, donc quelque chose d'un peu plus évolué. Donc j'ai basculé sur SVN à WStat, je ne sais plus vers quelle année, mais bon, on va dire peut-être 2005, 2006, quelque chose par là, pour avoir quelque chose d'un peu plus performant. Et voilà. Et en parallèle, donc tout ça, WStat, l'aventure a commencé en 2000. Le produit existe toujours, mais il est plus très utile aujourd'hui parce qu'il y a des alternatives qui sont plus récentes. Et puis si on veut faire l'analyse de stats, tout le monde se rue aujourd'hui sur Google Analytics, mais il y a des solutions libres bien plus sympas comme Matomo. Et donc l'aventure continue, mais on va dire que ça a été quand même, ça me prenait beaucoup de temps sur mon temps libre entre 2000 et 2010. Mais en parallèle, dès 2002, j'ai commencé à travailler sur Dolibar dans un autre langage. Le stat était fait en Perl. J'avais choisi le Perl comme ça parce que c'était un langage qui me paraissait très rapide et au début, à WStat, je pensais pas que ça serait le produit qu'il est devenu. Je voulais juste faire un petit truc vite fait pour mon propre besoin. Et j'avais aussi, en plus, toujours pareil, par passion, je faisais aussi des sites web. Donc d'abord un site pour les copains, etc. Et puis j'ai fini par créer un site web grand public qui a pas mal marché, puisqu'il est devenu l'un des premiers sites web grand public dans son domaine. Donc un site sur les chiens, tout simplement. Donc ça s'appelait chiendrace.com. Et là, le but, c'était d'assouvir la passion de la technologie web, découvrir le web, etc. Comme ça a bien marché, on m'a demandé de mettre de la pub, on m'a demandé des services, et puis j'ai senti qu'il y avait moyen de faire facturer quelques petites interventions et puis d'obtenir un peu d'argent de poche. Et donc il a fallu que je crée des factures pour faire ça de manière propre et pro. Et donc j'ai cherché un outil dans le monde du libre pour commencer à faire mes premières factures. J'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé Dolibar, qui me plaisait bien parce qu'il était en PHP, donc un langage très simple d'utilisation et qui avait une philosophie qui était aussi lui en licence libre. Donc je savais que je pourrais le modifier. Et donc j'ai commencé à travailler comme ça en 2002 sur Dolibar, qui est pas un projet dont je suis à l'initiative. C'est Rodolphe Kiedeville qui a démarré ce projet, mais on veut dire qu'au départ c'était vraiment juste 2-3 écrans
je fais une facture et puis je génère un PDF. J'ai découvert d'abord utiliser ce produit, puis ensuite j'ai voulu l'améliorer pour mes propres besoins. Et puis j'ai apporté tellement d'améliorations que Rodolphe m'a très rapidement demandé de prendre le lead sur le projet. Ça date de quand? Alors là, on est à peu près en 2004-2005. Donc c'est quasiment 2 ans après que j'ai commencé à contribuer au projet. Et qu'est-ce que ça veut dire Dolibar? Alors, Dolibar, ça veut rien dire de particulier. C'est Rodolphe qui a choisi le nom. Donc, il y a quand même une signification, une origine. Il n'a pas pris au hasard. Rodolphe a fait plusieurs projets open source. Il aime bien donner des noms de personnages féminins, s'inspirer de noms de personnages féminins pour pouvoir fabriquer le nom de ces projets open source. Et en l'occurrence, Dolibar, ça vient de la contraction de Dolores Ibárruri. Vous irez voir sur Wikipédia, c'est une révolutionnaire espagnole, notamment connue par sa phrase No passerán. Voilà, et donc le Dol de Dolores et le Ibar de Ibárruri, tout simplement. Mais il n'y a pas d'autre signification que ça. Tu commences à contribuer à Dolibar. Alors, un truc que je trouve assez intéressant à expliquer, c'est comment tu arrives, surtout à l'époque, il n'y avait pas encore Git, c'était pas si facile de contribuer. C'est quoi ton état d'esprit quand tu commences à contribuer à Dolibar? Alors, quand il n'y a pas Git, effectivement, donc, mais à l'époque, tu sais pas que Git va arriver. Tu te rends pas compte que contribuer sur un projet open source, c'est compliqué. Aujourd'hui, on se dit, mais c'était super compliqué à l'époque. Mais en fait, à l'époque, non, on trouvait ça normal. Pour moi, j'envisageais de travailler sur Dolibar quand j'ai fait mes premières modifs, mes premières améliorations. C'est simple, j'ai commencé à faire des petits fichiers patch et je faisais comme ce que je recevais en tant qu'auteur sur AWS Stat et j'envoyais mes petits patchs à Rodolphe. Donc, tu as une mailing list. Il avait une mailing list? Honnêtement, je ne me souviens plus. Je ne pense pas. Si, peut-être. Sinon, c'était du simple mail. C'était du simple mail. À défaut d'avoir une mailing list, on faisait du simple mail. Et puis, petit à petit, au bout des premières contributions, je pense que Rodolphe a dû me donner les droits d'accès. Alors, entre-temps, on a dû passer sur SVN aussi, il me semble. J'avoue que ma mémoire fait un peu défaut sur le tout départ, les origines du projet, mais on a dû passer sur SVN et ensuite j'ai dû contribuer en faisant des pushs sur SVN, ce qui veut dire, parce que les outils à l'époque n'étaient pas décentralisés comme dit aujourd'hui, ce qui veut dire qu'en fait il fallait avoir les droits. Mais on était très peu à travailler sur le projet. Donc Rodolphe m'a commencé à me donner les droits, je pense, et puis voilà, j'ai commencé à faire des petits pushs dès lors que mes premières contribs par mail étaient satisfaisantes en fait. Dès le départ, Rodolphe, il avait une licence libre, une licence GPL. Dès le départ, oui. C'était une volonté de faire un outil communautaire? Oui, d'entrée, ça c'est sa philosophie, c'est la mienne. Je fais du code tout de suite, je le redonne à la communauté. Moi, j'ai toujours trouvé frustrant de travailler, de développer, de faire du code, donc c'est un travail, et puis de se dire, ça me sert qu'à moi. Je fais un petit traitement, j'en ai besoin une fois. J'ai passé 1 heure, je fais mon truc, j'ai résolu mon problème. Enfin voilà, je trouve que le retour sur investissement est catastrophique quand on fait du code pour soi-même, en fait. Et comme je déteste perdre mon temps, ça c'est vraiment un des moteurs qui me motive. Je ne peux pas faire 2 fois la même chose, j'en suis incapable. Je n'aime pas perdre mon temps, je n'aime pas gâcher, je déteste le gaspillage. Voilà, pour moi c'était naturel. Je fais du code, je le donne parce qu'au moins ça resserre à quelqu'un d'autre, quoi. Donc assez rapidement, finalement, tu commences à devenir un peu le mainteneur principal de Dolibar? Oui, très vite. On va dire très vite, parce que dès que Rodolphe a vu que je contribuais pas mal sur le projet, il m'a tout de suite laissé la main sur le projet. Donc je suis devenu le contributeur principal, mais je suis même devenu le chef de projet. Et à l'époque, on n'était pas nombreux, on était 4-5. Et donc voilà, il m'a dit, je te laisse carte blanche sur le sujet, tout simplement. Donc moi, j'essayais de garantir l'esprit du projet. L'esprit du projet, c'était bien sûr la licence open source GPL qui doit perdurer, mais aussi faire un logiciel, une solution qui soit simple, accessible à tous, parce que c'était ça l'idée de Dolibar, c'était ça qui m'avait plu au départ. Et quand je regardais, alors moi dans mon activité professionnelle, je travaillais dans une société de service, donc dans les sociétés de services, je travaillais sur des ERP, j'en ai touché quelques-uns, j'ai travaillé sur de l'Oracle, j'ai travaillé sur du Cybele, j'ai travaillé sur certains dont je ne me souviens même plus du nom. Et franchement, c'était des usines à gaz pour faire des choses qui
qui sont identiques pour tout le monde, en fait. Ça m'énervait. Donc, l'idée d'avoir un logiciel simple que tout le monde puisse utiliser sans avoir à payer le coût d'entrée qui était colossal. Il est un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, il était vraiment colossal d'avoir un ERP et juste fabriquer une facture en PDF, c'était très, 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 très cher. Donc, ça m'énervait. Pour moi, c'était évident que j'allais le donner en open source, quoi. Et voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer de manière simple, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut faire avec Dolibar? Au départ, mon besoin, c'était juste faire des factures. Donc, c'était ça la souche historique de Dolibar. Faire simplement des factures et générer un PDF. Et puis après, il a fallu gérer les clients, gérer les fournisseurs. Donc, on faisait des factures clients, on a commencé à faire des factures fournisseurs. Puis, il a fallu faire des devis, les phases en amont de la facture, gérer des commandes. Puis après, j'ai eu besoin de gérer des stocks. Et donc, on va dire toutes les fonctionnalités que l'on synthétise sous le terme de ERP et de CRM, aujourd'hui, sont intégrées dans Dolibar. Donc, les fonctions de la relation client, le ticketing, le devis, etc., la possibilité de signer son devis en ligne sont intégrées. Et puis, la partie plus cachée, donc la partie gestion des stocks, facturation, mais aussi la partie RH qui est arrivée ensuite en cours de route. Donc, pouvoir gérer ses employés, gérer les notes de frais, gérer ses congés. Et on va dire que pour synthétiser, aujourd'hui, tous les besoins qu'une entreprise a pour gérer son entreprise sont intégrés aujourd'hui dans Dolibar, ou vont l'être, parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut rajouter. Mais on a déjà aujourd'hui, si on prend une entreprise au hasard en France, on sait que Dolibar va déjà répondre à 90% des besoins de l'entreprise en termes de système d'information. Ouais, c'est hyper large, ouais, tout à fait. Ouais. Pour l'avoir utilisé, effectivement, on peut faire vraiment beaucoup de choses et en plus de ça, ça continue à évoluer. Je pense à toute la partie production, site internet, etc. Enfin, c'est un sujet que j'aborderai un peu plus tard. Je voudrais revenir sur la partie communauté. J'aimerais que tu nous expliques un peu comment, quand tu arrives en fait à 4-5 personnes et comment tu structures la communauté. Est-ce que typiquement l'expérience que tu as eue d'animation de communauté sur AWS Stats, ça t'a aidé sur Dolibar? Comment tu as structuré ça et comment c'est structuré maintenant la communauté entre les gens qui contribuent, on va dire, de manière un peu bénévole, les gens qui font de la prestation à côté, toi? Comment ça s'organise tout ça sur le projet? L'expérience que j'ai eue sur AWS Stats, elle m'a pas forcément beaucoup aidé. Elle m'a permis juste de découvrir ce que c'était que le monde open source, apprendre le vocabulaire, apprendre, découvrir les outils, etc. Mais j'ai pas vraiment créé une vraie communauté avec AWS Stats. Parce qu'en fait, au final, c'était beaucoup de contributions unitaires. Voilà, donc c'était du one shot. Je t'ai fait un corriger un bug, tiens, je te l'envoie. Donc c'était beaucoup de monde. Il n'y avait pas de récurrence dans les gens qui contribuaient. Donc on peut pas appeler ça une communauté. J'ai pas vraiment eu à créer une communauté. On va dire c'est plus le succès du logiciel, le fait qu'il y avait rien sur le marché, le fait que AWS Stats répondait à un besoin de manière plutôt sympa par rapport à ce qui se faisait à l'époque, fait que il y avait une adhésion, il y avait un nombre d'utilisateurs qui grandissait, et avec un gros nombre d'utilisateurs, j'avais beaucoup de contributions, mais j'ai pas œuvré pour améliorer la communauté. Sous Dolibar, c'était différent parce que vraiment, j'avais cette volonté de m'attaquer aux mastodontes, aux plus gros, et de dire, on va faire ce que font les gros et ce qu'ils vendent 2000 euros par personne, on va le faire gratuitement. Et donc, on peut pas le faire tout seul parce que on est sur un logiciel beaucoup plus complexe, sur une couverture beaucoup plus large. Et donc, il fallait effectivement fédérer. Donc, c'est vraiment le mot important, c'est fédérer, c'est-à-dire trouver des gens qui acceptent de proposer du code pour améliorer Dolibar, mais pas seulement pour un simple besoin pour eux, mais pour, de manière régulière et faire en sorte qu'ils le font pour un intérêt qui persiste dans le temps. Quand on fait son evol localement, on a fait son evol, on a soumet, et puis voilà, on a son petite amélioration, mais on n'a plus besoin de corriger et de travailler. Donc, ce qu'il fallait, c'est créer un écosystème qui soit économiquement viable. C'est-à-dire que des gens vivent grâce à Dolibar et gagnent de l'argent grâce à Dolibar. À partir de là, où on se dit, si un écosystème, des gens gagnent de l'argent, ils ont intérêt à ce que le produit s'améliore. Et ils vont devenir des contributeurs réguliers. Et là, ça a été la partie très compliquée, parce qu'on part de 4-5 personnes qui contribuent de manière bénévole pour juste faire avancer un schmilblick et puis se dire, on fait quelque chose de libre et puis on propose un logiciel qui est gratuit à tous
et on fait du bien, on va dire, à la communauté, à tous ceux qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas de moyens, voilà, à un monde où on est hyper industrialisé. Donc ça, c'est compliqué. La première, c'est la promotion. Il faut parler. Il faut en parler, il faut le faire découvrir. Parce que si les gens ne savent même pas que ça existe, déjà, probabilité que ça décolle, 0. Une fois que les gens savent que ça existe, donc là, j'ai fait des news, j'ai posté, j'en ai parlé dans les forums sur le linuxfr.org, qui à l'époque était le site référent. Et puis, j'ai référencé le logiciel sur des plateformes Internet, sur des sites, etc. Une fois que les gens commencent à entendre parler, ou du moins une petite tranche de population parmi les développeurs, je ciblais bien sûr les sites en rapport avec le développement ou le libre. Une fois que cette population découvre et sait que ça existe, ça ne veut pas dire que ça va prendre. Donc là, il faut faire en sorte qu'il y ait un certain niveau de qualité dans le logiciel pour que les gens, la première chose que font les gens, c'est qu'ils vont le tester. Et si en faisant des tests, ils ne sont pas convaincus, ils vont pas dire je vais contribuer. Donc il a fallu améliorer l'aspect qualitatif, faire en sorte que ça s'installe très vite. Donc là, d'entrée, l'une des premières grosses fonctionnalités qui est aujourd'hui un point fort d'Olibar par rapport à tous ses concurrents, c'est son installateur et sa capacité à monter de version. Et ça a été intégré dans la conception du logiciel. Il y a les procédures pour pouvoir installer très facilement. Du coup, j'ai apporté un point fort au logiciel qui est, je veux voir ce que c'est. À l'époque, il n'y a pas le SaaS, donc on peut pas le tester très rapidement. Donc, ce que faisaient les gens, c'est qu'ils téléchargeaient et lançaient le .exe. Donc, il fallait une solution comme ça. Donc, j'ai d'abord proposé un .zip où il suffisait de le dézipper dans un serveur web et puis tout se faisait automatiquement. Et donc là, les gens, en pouvant tester déjà en 15-10 secondes, ils ont déjà un a priori positif, puisque il suffisait de dézipper, c'était quasiment opérationnel. Et donc là, j'ai levé une première barrière. Ça a permis d'avoir déjà quelques contributeurs, quelques développeurs qui ont pu l'utiliser. Et on est passé de 5 à peut-être 20, 30 personnes qui contribuent. Alors l'étape suivante, une fois que le produit pouvait s'installer facilement, c'est de faire en sorte qu'il y ait une courbe d'apprentissage qui soit pas trop rude. C'est-à-dire que les gens, ils ont installé le logiciel, il faut qu'ils arrivent à s'en servir tout de suite. Et là, donc c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai travaillé fortement, c'est de faire en sorte que d'entrée, on comprenne comment fonctionne le logiciel sans avoir à lire une documentation, sans avoir à se faire former par quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est aussi devenu un point fort, et c'est dans l'ADN maintenant de Dolibar, et ça le restera, c'est que l'application doit être très simple d'abord. Il faut qu'on puisse comprendre et trouver, on veut faire quelque chose, on doit y arriver, sans forcément lire une documentation, simplement en lisant les menus ou en voyant ce qui est affiché à l'écran. Ouais, c'est un gros point fort de Dolibar, ça. Voilà. Et donc ça, c'était le deuxième axe sur lequel j'ai pas mal travaillé pour améliorer l'outil. Alors, il y avait déjà une base de départ qui était bonne, mais il faut toujours faire plus. Donc, c'est plein de petits trucs. On rajoute des tooltips pour expliquer à quoi ça sert, parce que des fois, un simple libellé d'une colonne, on a un doute. Quand l'utilisateur a un doute, c'est pas bon. Il faut lever les doutes. Il faut lever le temps que la personne met pour rechercher. Donc ça a été le deuxième axe qui permet, là encore, faire en sorte que la première impression de ceux qui l'utilisent est bonne et se disent ça vaut le coup d'investir dans ce logiciel. Et enfin, il y a une troisième axe sur lequel j'ai travaillé, mais tout ça en parallèle. Ça a été l'outillage, c'est-à-dire l'outillage pour fédérer une communauté. Donc la mise en place de mailing list, ensuite la mise en place d'un wiki pour faire de la documentation, pour décrire les choses. Ensuite, la mise en place, bien sûr, quand Git est arrivé, le passage sur Git, il y a eu un canal IRC, mais qui a été très peu utilisé. C'est surtout la mailing list qui a marché. D'accord, ok. Donc pour ceux qui connaissent pas, IRC, c'était un système libre qui permettait en fait de pouvoir faire de la communication instantanée, un peu un ancêtre de Slack, quoi. Ouais, ou un Slack de l'époque, quoi. Ouais, donc voilà, donc c'était plutôt beaucoup par mailing list. Effectivement, j'avais aussi tenté cette piste-là. Ensuite, un site web, parce que le projet, il faut le présenter. La première chose que tu fais au fur et à mesure qu'Internet se développait, quand on parle de quelque chose, on va voir sur le site web pour avoir plus d'infos. Donc, il a fallu créer un site web. Donc là, voilà, j'avais monté je sais plus ce que c'était comme CMS. Un SPIP. Je ne me souviens même plus, tu vois. Depuis, il a été remplacé par Dolibar lui-même.
qui fait aussi CMS et fait des sites web. À Joomla, voilà. On commençait avec Joomla. Okay. Les contributeurs qui ont commencé à travailler avec toi, c'était principalement, majoritairement au départ des francophones? Au départ, je faisais tout en français. Quand je référençais Dolibar, je le mettais aussi sur des petits sites anglais, etc. Il faut voir que la base du code au départ, le code, les noms des tables, tout est en français. Il y a encore un peu de français d'ailleurs qui traîne. Et donc la langue officielle, quelque part, c'était le français. Et puis pour démarrer, c'était plus simple dans ma langue naturelle que dans l'anglais que je maîtrise beaucoup moins bien. Donc ça a été en français, pareil, les sites qui parlent de l'open source, qui parlent de l'informatique. Les Français, je les connaissais, les étrangers, je les connaissais pas bien. Le logiciel a commencé à gagner du crédit et petit à petit, les gens commencent à contribuer. Il y a un moment où le projet devient suffisamment mature pour se dire, on peut le vendre à une société, on peut faire un business dessus. Il y a commencé à avoir des contributeurs qui ont, donc souvent des petits indépendants, qui ont commencé à proposer à leurs clients et à en vivre en fait. Alors pas Dolibar tout seul, au départ c'était je propose Dolibar, mais je vends en plus des sites web, je vends en plus de la formation, etc. Et donc tout ça, voilà, c'est un tout. Quand tout ça arrive, il faut continuer à miser sur une installation simple, un logiciel simple, un outillage qui soit adapté pour que les gens y rentrent très rapidement dans le projet. Donc l'outillage, il a évolué et un autre palier qui a été franchi avec l'arrivée de Git. Les premières personnes qui commencent à faire de la prestation, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, parce que pour les auditrices et les auditeurs, moi je travaillais à l'époque sur un logiciel libre qui s'appelait GLPI, qui était aussi un logiciel communautaire et sur lequel il y avait à un moment, le logiciel est devenu assez complet pour que des gens fassent de la prestation. Au niveau de l'association qui gérait le projet, on a commencé à réfléchir à des mécanismes qui permettaient aux gens de faire de la contribution, de faire de la prestation, mais en même temps de pouvoir contribuer au projet financièrement, en plus de faire des contributions. Je suppose qu'à l'époque, toi, c'était pas ton travail non plus, et il faut que les gens ils puissent en vivre, à faire des prestats, mais il faut aussi qu'au niveau du projet, ça te rapporte quelque chose, non? Franchement, j'avais jamais envisagé qu'un jour Dolibar me rapporterait quelque chose. C'était vraiment un truc passion que tu faisais sur le côté, parce qu'à cette époque-là, tu faisais quoi à cette époque-là? En vrai, j'étais en société de service. J'avais un boulot au tout début, j'étais en société de service. Je suis passé chef de projet et puis ensuite, je suis rentré dans un grand groupe, une grande mutuelle où j'avais plus un poste de direction. Donc, j'avais un travail complètement à part, à côté. Et donc, Dolibar, c'était uniquement du bénévolat. L'idée d'en vivre est venue très très tard. Donc on est encore très loin. Au moment du passage sous Git, l'idée, c'était encore de faciliter les contributions, mais contrairement à toi, il n'y avait pas d'objectif de faire en sorte que moi je puisse gagner de l'argent avec. Donc je continuais à tout faire bénévolement et donc il n'y a pas de système de dons ou quoi que ce soit. Okay. D'autant plus que l'expérience que j'avais avec AWStat sur les dons. Parce qu'AWStat, par contre, comme c'était un logiciel qui était connu internationalement, je permettais de faire des dons et je me rendais compte que les dons, ils venaient quasiment exclusivement des pays anglo-saxons. Quand c'était francophone, c'était le Canada, mais de France, les gens consommaient de l'open source, mais c'était pas dans la mentalité. Ça a peut-être évolué depuis, mais c'était pas dans la mentalité de faire un don à l'époque pour soutenir un projet open source. L'idée, c'était de continuer à proposer et j'avais plus cette envie de faire la nique, excuse-moi l'expression, aux gros mastodontes qui prenaient en otage leurs clients avec des politiques de hausse de tarifs d'un coup, des montées de versions obligatoires alors qu'il n'y avait aucune raison. C'était une motivation. C'était au fait que faire quelque chose qui soit utilisé par tout le monde. Toujours dans l'idée, je fais un petit travail et tout le monde, toute la planète entière en profite. Ça a toujours été la motivation principale, y compris quand on passe sur Git dans les années fin 2010. Passage sur Git, moment important, puisque là, en fait, ça facilite la contribution, puisque tu n'as plus besoin d'être la bonne personne qui a les droits de commit, sinon j'envoie un patch. C'est-à-dire qu'est-ce que ça change pour toi, en fait? La quantité de travail que je suis capable d'intégrer venant des autres est décuplée. Puisqu'en fait, pour intégrer le travail d'autrui, il suffit de cliquer sur un bouton. On regarde ce qu'il a fait, on valide et on clique. Là où avant, il y avait des manipulations, il y avait du manuel à faire systématiquement. Donc, c'était assez compliqué. Donc, les contributeurs n'ont pas forcément, le nombre de contributeurs n'a pas forcément augmenté. Par contre, le nombre de contributions, lors du passage sous Git, il a clairement explosé. C'était aussi plus simple pour les autres de fournir une contribution, puisqu'il leur suffisait de faire git push
et puis créer une merge request. Ils n'avaient pas à fabriquer un fichier patch, à le zipper, à l'envoyer. Ou bien, pour que ce soit plus simple, ils étaient obligés d'obtenir les droits sur le code. Et le problème, c'est quand on commence à être trop nombreux, les droits sur le code, c'est que chacun fait du code dans son sens. Et bien, du coup, on a un écran qui est amélioré dans une direction, puis un autre qui est dans une autre. Chaque écran individuellement est un peu plus simple à utiliser, mais avec une ergonomie différente. Donc, pour l'utilisateur final, c'est plus compliqué. Justement, ça m'amène à une question assez intéressante, qui est la vision, on va dire, la vision vraiment produit de ça. C'est quoi j'allais dire, alors surtout depuis des passages à Git où il y a de plus en plus de contributions, c'est quoi j'allais dire, le mode de gouvernance en fait? Qui gère la cohérence de tout et comment est-ce que tu discutes avec les autres contributeurs les évolutions au niveau du projet? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une volonté dès le départ et qui est toujours maintenue, c'est que le projet reste un projet communautaire. Même aujourd'hui où il y a beaucoup d'entreprises qui vivent grâce à Dolibar, il n'y a pas une société qui est leader sur Dolibar. Le code et la gouvernance du code, elle est faite autour de Git aujourd'hui. Et quand Git est arrivé, on pouvait améliorer le code, mais on a aussi d'autres outils qui sont arrivés en même temps que Git, qui sont également intégrés dans GitHub, puisque quand je dis on est passé sous Git, en fait, on est passé sous GitHub. C'est qu'il y a le système des issues, le système des PR. Et donc ça, c'est devenu l'outil avec lequel on allait échanger, avec lequel les gens allaient pouvoir proposer des améliorations, avec lequel on allait pouvoir discuter, échanger, refuser. Et la gouvernance, aujourd'hui, elle est un peu particulière sur ce projet-là parce qu'en fait, on n'est pas un projet avec une roadmap. On n'est pas une société qui se dit, voilà, j'ai 10 développeurs, j'ai tel budget, je vais faire tel évol, tel évol, tel évol, et ça rentre dans le budget et je l'ai fait. Parce que j'ai ce budget pour faire ça. Moi, je suis plus dans un état d'esprit où j'attends les contributions. Si on m'envoie une contribution pour faire une amélioration, quelque chose, c'est pas forcément quelque chose que j'attendais, mais si ça fait progresser le projet, si ça apporte quelque chose au projet qui intéresse la grande majorité des utilisateurs de Dolibar, donc qui intéresse les grandes majorités des entreprises, c'est intégré. C'est ça la règle. Alors, il faut bien sûr que ça réponde à certaines qualités en termes de code, etc. Mais la roadmap, elle se fait par rapport aux contributions qui arrivent. Et donc, pour répondre à la question de la gouvernance, finalement, la gouvernance, elle est un peu assez simpliste, puisqu'en fait, c'est chacun fait ce qu'il veut et propose ce qu'il veut. Le seul point, on va dire, de validation, ça va être l'intégration de la contribution dans le projet officiel. Et où là, c'est simple, c'est moi qui va dire qui appuie sur le bouton pour valider. Oui, c'est ça. Donc, c'est toi la personne qui a la vision globale du truc. Enfin, sur Dolibar, il y a un seul mainteneur, c'est toi, c'est ça? Alors, non, je suis pas le mainteneur, je suis le merger, on va dire. D'accord, ok. Les mainteneurs, il y en a plein. Et les mainteneurs, c'est ceux qui vont améliorer, qui vont corriger, qui vont, même quand une contribution est faite par Dupont, Durand va y répondre en disant « tu ferais mieux de faire que ceci, cela, il vaut mieux utiliser telle fonction pour mutualiser le code, tu as une autre manière de faire plus simple, plus propre, etc. » Ça peut être, c'est des mainteneurs, mais c'est pas moi. C'est la communauté aujourd'hui. Moi, on va dire, j'essaie vraiment de limiter mon rôle à celui d'arbitre. On va dire, j'ai un droit de veto, mais ça s'arrête là. D'accord. Le reste, c'est vraiment la communauté qui le fait. Et dès lors qu'il n'y a pas d'argument rationnel pour refuser, on va dire, ça va rentrer. C'est la raison pour laquelle le projet évolue très, très vite et qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui arrivent dans le projet. Ce que tu dis là m'amène autre question. C'est quoi la structure qui porte le projet? C'est une association? Il y a quoi? C'est quoi? Il y a effectivement une association qui a été créée. Toujours pareil, quand j'évoquais un peu plus tôt le besoin de fournir des outils pour fédérer et faire venir le maximum de monde. Parmi ces outils que je n'ai pas cités, il y a la création d'une association. Le but est d'avoir un statut juridique. Donc, ça fait quand même plus sérieux que de dire c'est un projet open source où il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de, voilà. Comme il y avait une volonté de faire en sorte que le code reste sur une gouvernance communautaire, c'est n'importe qui peut contribuer, n'importe qui peut soumettre, et la seule validation qu'il y a, c'est sur la qualité du code plutôt que sur la roadmap, sur ce que ça fait, etc. L'association, donc je l'ai co-créée avec quelques autres personnes, mais cette association, quand on l'a créée, on lui a défini un rôle qui était uniquement d'assurer la promotion de Dolibar. Donc elle n'a aucun rôle sur le code et le développement au sens informatique. Elle n'a pas de vocation. Que le développement au sens marketing.
Ouais, elle n'a pas de vocation, par exemple, à recevoir des fonds pour payer des développeurs à temps plein, par exemple, un jour. Non. Aujourd'hui, elle n'a pas cette vocation. Les fonds que reçoit l'association, c'est aujourd'hui pour assurer la promotion, faire de la publicité, organiser des événements pour que les gens se rencontrent, réaliser des flyers, des kakémonos, ce genre de choses. Et dans la mesure où dans ses statuts, il est clairement acté que son rôle doit être limité à assurer la promotion du logiciel, quand elle finance du développement, parce qu'il lui est arrivé de financer un peu de développement dans Dolibar, quand elle le fait dans le but d'améliorer un outil pour sa propre gestion interne, de manière à rester dans son objectif qui doit se limiter à la promotion de Dolibar. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'une association, on le voit, enfin, les associations loi 1901, en France, c'est porté en gros par son bureau. Ce qui fait qu'une association est dynamique ou pas, ça va être souvent le bureau ou conseil d'administration qui est dynamique ou pas dynamique. Or, un bureau, ça se renouvelle. Et j'ai vu beaucoup d'associations qui étaient des associations très dynamiques, très actives, très populaires, puis simplement en changeant de bureau, parce qu'il y a un renouvellement du président, du trésorier, etc., se retrouvent à une association qui est quasiment morte. Alors, c'est pas le cas avec l'association d'Olibar, mais c'est un risque qui faisait peur. Et donc, c'est pour ça qu'on a gardé cette séparation dans les statuts de l'association pour que, on va dire, finalement, elle n'apporte qu'un plus au projet, mais elle ne me remette pas en cause le risque de son dynamisme sur l'aspect code, puisque quand l'association s'est créée, on avait déjà un fort dynamisme, il y avait déjà suffisamment de contributeurs sur le projet. On a peut-être atteint le point de non-retour en termes de codeurs, de développeurs. Il n'y a pas de raison de chambouler ce fonctionnement qui fonctionne. Ça devient de plus en plus rare de voir des projets purement communautaires. On passe sur des modèles maintenant plutôt de type open core ou d'autres modèles avec un financement, avec une société qui va gérer en fait le projet et qui va plus ou moins collaborer avec des communautés. On va en reparler après. Là, je voulais justement te parler par exemple d'Odoo. Et il n'y en a plus beaucoup des projets comme ça. Ouais, voilà, et c'est pour ça que je trouvais intéressant en plus de commencer par toi la série de podcasts, parce que justement, c'est une caractéristique assez forte du projet d'Olibar. Et donc, ça m'amène à une autre question qui est, moi, quand je t'ai connu, on travaillait ensemble dans la même société chez TechLib. Tu faisais de la presta sur Odoo, si mes souvenirs sont bons. Tu faisais aussi un peu d'Olibar, je pense, pour nos besoins internes. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait de travailler sur des ERP concurrents pour le développement de Dolibar? Déjà, avant de travailler sur Odoo, à une époque, je continuais à bosser sur Dolibar de manière complètement bénévole et pour pas un rond. On est donc à une époque où j'avais déjà travaillé sur d'autres ERP bien avant Odoo, dans le cadre de mes activités de société de service. Donc j'avais déjà une vision, je savais déjà comment gérer les stocks, ce qu'est un processus de fabrication, toutes ces choses-là. J'avais déjà une vision très large des ERP, de ce que l'on peut faire, de comment il faudrait le faire, puisque j'ai déjà été confronté au problème. Avec un SAP, on devait faire 50 clics pour faire telle opération, j'ai jamais compris pourquoi. Voilà, mais j'ai déjà dû répondre à des besoins pour les clients de simplification, et donc j'ai déjà été confronté à tous ces problèmes. Donc tous ces ERP que j'ai rencontrés dans ma carrière, des ERP, mais aussi des domaines autres, des CMS, j'ai touché à pas mal d'outils. Et donc, ça m'a permis d'être au plus près des utilisateurs. Donc, c'est pas le fait de découvrir les produits qui m'a beaucoup apporté, c'est le fait d'être aux côtés des utilisateurs et de leurs problèmes qui m'a apporté. En me disant, on a tel outil, c'est compliqué, on peut pas faire ça, on veut faire ça plus simplement, etc. Et ça, j'avais déjà pas mal d'expérience avec les autres produits. Quand je suis passé sur Odoo, la différence, c'est que ce projet-là était open source. Enfin, du moins, je le pensais. Il est plus tout à fait open source aujourd'hui. C'est de l'open core. Voilà. On va simplifier les choses en disant open core. Alors, il existe encore une version full open source, mais qui s'appelle Odoo et que moi j'appellerais Odoo Community. Le problème, c'est qu'elle s'appelle aussi, mais c'est pas le même projet, c'est pas le même logiciel, puisque il n'y a pas les mêmes fonctionnalités. Et c'est pas la même gouvernance, c'est pas les mêmes personnes qui travaillent dessus, même s'il y a un corps qui est commun. Donc on va simplifier les choses en parlant de l'open core d'Odoo. Donc il y a une partie qui était open source. Donc c'était la différence. Mais finalement, hormis que ça simplifiait les choses quand il fallait le faire évoluer, le fait que ce soit open source, j'avais plus de facilité lorsqu'on me disait ça c'est trop compliqué, il faudrait simplifier cette étape-là. Tu dois faire ça en SAP, ça te coûte 2 mois de travail. Sur Odoo, c'est 10 fois plus simple. Parce que tu peux toucher au code, au corps
Et quand c'est un simple modif dans le corps, bah, tu touches et tu fais ton petit module, ton petite extension, etc. Mais les problèmes étaient les mêmes, finalement. Le produit, il a une façade, il a des fonctionnalités de base. Et quand on rentre dans la vraie vie, quand on veut s'en servir pour de vrai, on se rend compte que ce qui a été câblé par défaut, c'est pas le besoin de l'utilisateur. Et donc, il faut faire autre chose. Et donc, c'est plus ces expériences utilisateurs qui font que moi, j'essaie de faire en sorte qu'on ne les retrouve pas dans Dolibar, on va dire ces mauvaises expériences utilisateurs, en faisant des choses souvent plus ouvertes, parce que souvent les ERP ont une philosophie fermée, il y a un workflow qui est défini, il y a un process qui est défini, et si on veut sortir du moule, bah, c'est compliqué, on fait appel à un développeur, même si certains appellent ça du paramétrage. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis toujours dressé. Du paramétrage, quand il faut avoir fait 5 ans d'informatique pour pouvoir le faire, j'appelle pas ça du paramétrage. Moi, j'appelle ça du développement. Oui, c'est peut-être des fichiers de config, oui, c'est peut-être des fichiers XML, des fichiers Python, ce que l'on veut, mais c'est pas du paramétrage. Alors que, donc, l'idée, moi, c'est que vraiment de faire en sorte que ce que les autres proposent par du paramétrage ultra avancé, ce que moi j'appelle du développement, c'est qu'on puisse le faire par du vrai paramétrage, c'est-à-dire des clics à la souris. Moi, je bosse sur des technologies no-code. Et donc, en fait, on entend énormément ce discours des gens qui vont dire, écoute, en fait, ton ERP coûte 300 000 euros, je te fais la même chose avec du no-code, t'es complètement con de prendre un ERP, tout ça. Je me suis toujours mis en faux contre ça parce que je pense qu'un outil, s'il existe, c'est qu'il a un besoin, mais qu'il a certainement un besoin d'intégration avec d'autres outils. Donc, en fait, ce que tu dis là fait un peu écho à ça aussi. Qui est bon, bah voilà, il y a des fonctionnalités, ça devrait pas être du code, donc je vais faire du vrai paramétrage dessus parce que voilà, il faut pas être informaticien. Et puis je sais, parce qu'on en a discuté aussi, que justement toutes ces problématiques de no-code, c'est aussi quelque chose vers lequel tu tends à regarder et qui me semble intéressante. Si je regarde dans ma communauté, c'est-à-dire la communauté des gens dans les startups et qui font du no-code, Dolibar est totalement inconnu. Alors qu'en fait, il aurait toute sa place, il pourrait, tu vois, très bien être utilisé et intégré avec des outils no-code. Effectivement, dans l'idée, effectivement, de rendre l'application plus simple, plus accessible, faire en sorte qu'elle soit ouverte à tous et qu'on n'ait pas besoin de passer par la case d'une société informatique pour pouvoir ensuite avoir customisé comme on veut son logiciel. Il y a l'idée, effectivement, d'adapter le logiciel, faire en sorte que ce soit plus simple, en rendant les écrans plus faciles d'accès, en supprimant le workflow qui était monolithique, c'est-à-dire en étant quelque chose de plus ouvert. Je prends un exemple, sur la plupart des ERP, on a son devis, avec son devis on convertit en commande et sa commande on convertit en facture. Moi je suis une petite boîte, je veux que mon devis passe en facture directe. Ou je veux pas faire de devis, je veux une commande et je veux que la commande passe en facture directe. Donc il faut que tous les chemins soient possibles. Et donc ça, voilà, c'est des choses qui ont fait évoluer Dolibar, qui font que on est en termes de câblage par défaut ouvert. C'est-à-dire on peut un peu tout faire et c'est plus la manière dont on va donner les consignes à ses employés ou la manière dont on va décider soi-même si on est seul de l'utiliser. C'est cette manière-là qui va déterminer le workflow du logiciel, ce que l'on va faire, mais on fait en sorte que tous les chemins soient possibles sans contraintes trop fortes, quitte ensuite, après, à rajouter des blocages. Alors que la plupart des ERP ont une philosophie inverse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de monolithique, qui est très sécurisé, très blindé, mais qui est très bloquant aussi pour la plupart des usages, qui font que pour les cas d'utilisation standard, ça marche pas et il faut le faire évoluer. Donc ça, c'est un premier point vers lequel Dolibar travaille beaucoup depuis de longues années pour être facilement accessible et puis rentrer dans le moule du maximum de personnes sans avoir besoin de faire de développement spécifique. Et le deuxième point, tu l'as évoqué, c'est que malgré ça, on peut avoir envie de faire encore plus et d'aller encore plus vite, ne serait-ce que par exemple pour avoir des fonctionnalités qui n'existent pas du tout. Et là, on rentre on va dire, dans un premier temps sur le low code. Donc low code, no code, low code, on va dire qu'on fait très peu de code. Et donc Dolibar, pour l'instant, on est à l'ère du low code, on n'est pas encore au no code. Qu'est-ce que tu Alors low code, c'est-à-dire que on va générer, on va quand même devoir mettre un petit peu de code. C'est-à-dire qu'on va avoir des outils. Est-ce que tu vas le mettre le code avec la souris, on va dire tiens, je veux gérer telle notion, elle est caractérisée par ceci, par cela. Je veux qu'il y ait telle API, etc. Et l'application, elle va fabriquer du code. Et on va avoir 90% de son besoin de l'application, du code qui est réalisé. Et le développeur doit encore faire les 10% manquants. Mais c'est pas opérationnel, les 90%. C'est-à-dire qu'il y a quand même un développeur qui doit ensuite, mais on a la génération de code. Que je comprends bien, où est-ce que tu l'offres, la génération de code, tu l'offres
Alors, je l'offre aujourd'hui dans un module qui est spécifique, qui s'appelle Module Builder. D'accord, ok. Donc, Module Builder, c'est un outil. On décrit une application que l'on veut faire, ce que l'on veut obtenir, quelles données on veut gérer, et cet outil va générer le code pour que toutes ces fonctionnalités s'intègrent directement dans Dolibar. Ça, c'est si tu veux typiquement rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Souvent, ce qu'on va faire, et moi, par exemple, c'est souvent mon cas, c'était j'ai utilisé du no-code pour, par exemple, générer des ordres de transfert. Des interfaces. Pour vraiment piloter à distance ce que tu fais actuellement avec les API à Dolibar, quoi. Et donc, en fait, en gros, c'est l'intégration avec les outils, on va dire, du marché de no-code. Quand tu discutes avec des projets libres, la réponse est toujours la même, c'est bah oui, tes API, t'as des API, tu peux tout faire. Oui, mais la réalité, c'est qu'en fait, ton utilisateur qui connaît pas ton API, qui sait pas coder, elle, ça lui servira pas grand chose. Il faut qu'au contraire, ça soit le projet libre qui fasse le pas vers les outils no-code pour proposer des intégrations natives et faire en sorte que ton Dolibar, il soit accessible dans ta liste comme, Gmail ou n'importe quel autre outil qui fait que les gens, ils ont qu'à cliquer et hop, automatiquement, les gens vont se dire, ah ouais, Dolibar, c'est supporté, c'est génial, je vais utiliser Dolibar, tu vois. Complètement. Alors ça répond à un autre besoin. Effectivement, quand je parlais de l'outil low code qui est aujourd'hui intégré et disponible dans Dolibar, c'est effectivement pour développer une application complète. Un besoin complètement qui n'a rien à voir, une application de niche qui n'existe pas, où là, on va effectivement, l'application va tout fabriquer, la base de données, les écrans, etc. Tout le code est généré, mais le code généré, c'est pas suffisant. Il faut encore ensuite que le développeur, il aille mettre les quelques règles de gestion métiers qui sont propres, les quelques contraintes particulières. Voilà, donc d'où le terme low code. Mais ça, c'est en train d'évoluer vers du no code, c'est-à-dire qu'on pourra faire l'application. 2 semaines après, on veut la modifier, la corriger, on revient dans l'outil Module Builder, on la corrige et on va pouvoir vraiment gérer une application from scratch de A à Z. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait sortir bientôt dans les prochaines versions de Dolibar sur cet aspect-là. L'aspect que tu évoques, effectivement, on est plus sur intégrer Dolibar avec d'autres applis, faire des interfaces, faire des échanges, de la synchro, du pilotage, du déclenchement d'actions en automatique, ce genre de choses. Là, on va peut-être effectivement sur les outils d'automation. Il y a déjà un petit prototype qui avait été fait par rapport à Zapier, donc une petite étude de faisabilité qui est un petit module qui était expérimental dans Dolibar. Et il y a actuellement un projet qui est mené par une équipe de 7 étudiants, l'équipe Automation, donc je les salue au passage s'ils m'écoutent, qui sont en train justement de travailler sur un projet qui consiste à étudier les outils d'automation du marché, donc les Zapier, les N8N, les NEC, les IFTT, etc., pour ensuite essayer de faire en sorte de les intégrer, faire en sorte que Dolibar soit nativement intégré à ces outils. Donc ça, ce projet, il est en cours, il y aura des résultats cet été, avec effectivement l'objectif que je veux interfacer mon application X ou Y avec Dolibar. Je peux, via simplement l'usage d'un de ces outils d'automation, brancher et faire cette passerelle à la souris. Et donc ça, c'est cool. Quelque chose qui est pour moi un autre pendant, un autre sujet, qui est aussi un sujet sur lequel on avance sur le sujet Dolibar, parce qu'effectivement, demain, il y aura quand même de moins en moins de développeurs. On peut faire de plus en plus de choses à la souris. Il n'y a pas photo. Enfin, le ROI entre faire un projet à la souris et faire un projet avec du code et un développeur expérimenté, il n'y a pas photo. J'ai une dernière question, ce que leur tourne. Quelque chose qui me semble assez intéressant. Dolibar, c'est un projet qui existe depuis longtemps, qui existait avant le SaaS. Maintenant, quand tu crées un projet, la plateforme SaaS, c'est la première chose qui arrive. Comment vous avez vécu l'arrivée du SaaS et comment tu as pris ce tournant en marche pour Dolibar? Alors, quand le SaaS est arrivé, effectivement, tout le monde, il y a plein d'applis qui sont arrivées dans le SaaS. Et on arrivait dans une ère où les gens, avant de choisir un logiciel, avant, ils le téléchargeaient, ils l'installaient, ils le paramétraient et ils l'utilisaient pour l'évaluer. Aujourd'hui, les gens, ils veulent cliquer sur un bouton, le tester tout de suite. Et s'ils n'arrivent même pas à tester, ils ne le choisissent même pas. Donc ça c'est le premier truc que j'ai vu dans le SaaS. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans le SaaS, si tu ne proposes pas au moins ton logiciel pour être testé très rapidement, immédiatement dans le SaaS, ton logiciel ne sera plus choisi par les DSI, par les utilisateurs potentiels. Donc il faut une solution, il faut que Dolibar soit dans le SaaS. Et là encore, on est encore à une époque où à ce moment-là, je n'envisageais pas de gagner ma vie avec Dolibar. Cette problématique, je voulais la résoudre. Donc, j'ai monté un autre projet open source qui s'appelle sellyoursas.org. Donc, vends ton SaaS.
sedyoursas.org, qui est un projet open source dont le but est de permettre de proposer n'importe quelle solution informatique, n'importe quel logiciel, à condition qu'il fonctionne en mode web, n'importe lequel de ces logiciels, de pouvoir le proposer en SaaS de manière gratuite ou de manière payante. Et toute la stack, toute la pile, tout le besoin, l'automatisation, la création d'instances, le déploiement, les sauvegardes, la mise à jour, la sécurité, éventuellement le paiement si on veut proposer ce logiciel de manière payante, la facturation du client, sa récurrence, l'interlocution, l'échange avec le client avec un système de tickets en cas d'incident, la possibilité d'avoir un réseau de revendeurs qui ensuite revendrait le projet. Tout ça, ça a été intégré dans une seule et même solution qui est SedyoursAS. Donc, c'est un conglomérat de plein de solutions open source, mais documenté par une seule et même doc qui permet de mettre en place ce genre de projet. Tu évoquais le programme GLPI sur lequel tu as travaillé il y a quelques années. Aujourd'hui, il faut voir que la solution GLPI Cloud, elle tourne grâce à cette solution sedyoursas.org. Et elle a pu être mise en place comme ça en 1 à 2 semaines, assez rapidement, grâce à cette solution. Et donc ça a permis d'offrir Dolibar en SaaS et de permettre aux gens de tester. Et puis au fur et à mesure que les gens y testaient, ils ont commencé à revenir vers moi en me disant « ça me plaît, le logiciel est super, mais je veux le garder, quoi. Je veux pas l'installer chez moi, je ne sais pas le faire. » Et donc c'est là qu'est venue l'idée de dire du coup, je vais garder l'hébergement et puis je vais faire payer un abonnement à ceux qui veulent rester hébergés. Et puis, au fur et à mesure que le nombre de personnes sont venues, j'ai vu que j'avais moyen d'en vivre. Et là, j'ai fait la bascule. J'ai arrêté mon travail, on va dire, de salarié. J'ai créé la société DoliCloud pour vendre Dolibar en SaaS. Et donc ça te permet d'être financé. Alors aujourd'hui, ça c'est ce qui me fait vivre moi. C'est ce qui fait vivre la société DoliCloud. Donc, il y a quelques salariés aussi dans DoliCloud maintenant. Mais c'est ce qui fait vivre DoliCloud. Le projet Dolibar reste toujours sur le même mode, c'est-à-dire du développement sur le pur bénévolat de chacun. Il n'y a pas de financement dans le développement de Dolibar. C'est-à-dire que le financement, c'est en général, si moi, pour mon propre besoin, j'ai un besoin, je vais le faire en tant que DoliCloud. Et puis, je vais le redonner à la communauté dans le projet Dolibar. Donc, finalement, c'est mon temps de travail sur DoliCloud qui aura servi. Mais pour le projet Dolibar, ça ne coûtera pas un rond. Je veux dire, il n'y a aucun financement de développement aujourd'hui, du moins très, très peu. C'est vraiment anecdotique de financement de développement sur Dolibar. Aujourd'hui, effectivement, mes employés travaillent surtout sur DoliCloud. Par contre, j'ai des idées d'évolution à terme de choses sur Dolibar, sur lequel je mets quelques personnes de temps en temps en contribution, mais c'est dans un intérêt, on va dire long terme. Plus j'améliore Dolibar, plus j'ai de chances de le vendre grâce à DoliCloud. Mais ça reste des contributions communautaires. Et tout l'écosystème aujourd'hui fonctionne ainsi. Il y a beaucoup de sociétés qui vivent aujourd'hui avec Dolibar, mais elles ont toutes leurs modèles différents. Moi aujourd'hui, je fais de l'hébergement et uniquement de l'hébergement. D'autres font de la formation, uniquement de la formation. D'autres font du développement sur mesure, d'autres font de l'assistance, du conseil, de l'aide à la rédaction de cahier des charges pour implémenter Dolibar dans une entreprise, de l'assistance à la migration, etc. Toutes ont leur modèle. Parfois, c'est des combinaisons de tout ça. Toutes ces entreprises, lorsqu'elles font quelque chose pour un client, en général, c'est fait avec l'accord pour que ce soit fait en open source, et puis c'est redistribué et c'est réintégré dans le projet officiel. Tu as une volonté d'avoir un maximum de contributions qui sont disponibles à tous directement dans le projet, directement dans le projet, quoi. Même s'il y a des gens qui font des plugins à côté et tout. Voilà. Alors il y a des gens qui font des plugins à côté et qui ensuite essaient de faire un business model sur la vente de plugins, notamment grâce à la plateforme Dolistore. On n'en a pas parlé, mais Dolistore, c'est une place de marché, c'est un Apple Store, c'est un Play Store, ce que vous voulez, mais spécifiquement pour des applications Dolibar. Et donc ça a été monté par l'association Dolibar dans le but de donner de la visibilité à tous ceux qui vivent de Dolibar et qui font des extensions Dolibar. Ce qui permet à celui qui a fait un petit module pour un client, il l'a fait pour son client, il a été payé par le client, c'est dommage de jeter. C'est pas forcément possible d'être intégré dans le projet Dolibar parce que ça répond pas à des règles de qualité, ça répond pas à des besoins, c'est vraiment un segment de niche qui n'intéresse que vraiment très très peu de personnes. Dans ce cas-là, il y a moyen quand même de capitaliser sur ce qu'on a fait, de le donner
faire en sorte qu'il soit réutilisable par d'autres en le mettant à disposition sur Dolistore. Donc ceux qui ont fait ces petites extensions, ces améliorations, ils peuvent le proposer sur Dolistore. Le proposer sur Dolistore, c'est gratuit. Et vous pouvez donc proposer votre module soit pour 0 €, soit pour quelques euros en contribution. Et l'association Dolibar prend 20% de la vente, le vendeur prenant 80%. Voilà, mais c'est pas un business model forcément qui est le plus utilisé aujourd'hui dans Dolibar. Finalement, ça revient à vendre un module, donc à vendre du code. Or, le code, comme il est sous licence libre, celui qui l'a acheté, après, il peut le donner à qui il veut. Donc, c'est très dur à vendre très cher, ce genre de vendre quelque chose cher, en sachant qu'ensuite, celui qui l'a acheté, il peut le donner gratuitement à qui il veut. C'est pas un modèle, c'est tout à fait autorisé par la licence, mais c'est pas un modèle qui marche. Donc, en général, c'est souvent des micro-paiements. C'est dur de vivre de ce modèle-là. Ma dernière question, c'est plus une question d'ouverture. Je voulais savoir quels étaient un peu les défis et les grands jalons à venir pour le projet. On en a déjà évoqué le défi, donc c'était le no-code. Pour moi, c'est un gros défi. Sachant c'est une grosse opportunité aussi. Hein. C'est aussi une énorme opportunité, effectivement, parce qu'en fait, historiquement, on avait les applis traditionnelles. On en avait plein unitairement et quand il fallait les communiquer, on faisait des interfaces, c'était du développement, c'était coûteux, c'était compliqué. Comme c'était compliqué de les faire communiquer entre elles, les applis ont commencé, les ERP ont commencé à apprendre les applications des uns des unes. Les ERP ont intégré des fonctions de CRM, les CRM ont commencé à intégrer des fonctions de ERP, ces ERP CRM ont commencé à intégrer des fonctions de CMS, de site web, de boutique en ligne, etc. Et puis maintenant, on a une autre famille de besoins qui est le no-code pour pouvoir faire une application très rapidement, donc faire quelque chose que l'ERP n'est pas prévu. Bon, il y a des outils no-code qui commencent à apparaître sur le marché, donc je me place pas dans les cadres des outils d'automation où là, la plupart des outils commencent à être mûrs, mais je te parle dans le cadre des outils où il faut développer une application from scratch. On commence à voir plein de startups qui créent ce genre d'outils. Elles ont quand même aujourd'hui un gros défaut, ces solutions, c'est qu'on fait une appli from scratch dans un écosystème qui est nul. Or, nous, une société qui a déjà son ERP, qui a déjà Dolibar, elle a déjà une base d'utilisateurs qui est renseignée quelque part. Elle a déjà une base de stock renseignée quelque part. Elle a déjà une base de factures. Elle a déjà une base de permission. Elle a déjà plein de choses. Et donc, si on peut mettre la puissance du no-code, faire une appli, mais qu'en plus, tout ça se branche nativement avec toutes ces fonctionnalités qui sont déjà connues de l'entreprise, on va encore un cran plus loin par rapport aux outils no-code qui sortent actuellement, mais qui sont autonomes, qui sont indépendants. Et donc ça, c'est le grand défi, puisqu'en fait, ça apportera la puissance du no-code, mais plus, avec en plus la possibilité, je fais une appli no-code, mais j'ai besoin d'aller récupérer, de proposer dans mon appli une liste des utilisateurs, je l'ai déjà. C'est un peu mon combat. Alors que dans une application no-code traditionnelle, il va falloir que je crée une interface pour aller les chercher dans mon SI. Là, on met l'outil no-code dans l'outil qui gère le SI directement. L'outil du SI, c'est déjà l'outil no-code. Et donc, on va encore un cran plus loin. Donc ça, c'est un gros défi. Voilà. C'est parce que c'est en partie, je te coupe là, pour bien connaître le sujet, c'est en partie parce que les gens ont eu pas mal de mauvaises expériences avec des ERP ou des CRM qui voulaient faire des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire parce que les outils, ils ont leur philosophie, ils sont faits pour faire quelque chose et que finalement, les gens se disent, finalement, c'est plus vite, ça va plus vite si je recrée de zéro le truc. Ça marche bien au départ. La problématique principale de ça, c'est la maintenance sur le long terme, la documentation, etc. Enfin, c'est tous ces sujets annexes que tu vois pas au départ en te disant, faire mon CRM, ça va me prendre 10 minutes, d'accord, mais maintenir ton CRM sur 3 ans, 5 ans et avoir partager la connaissance, transmettre la connaissance, c'est ça qui est un peu plus complexe. Mais bon, voilà, c'était une aparté. Ouais. Tu évoques effectivement la partie documentation, que l'outil no-code de Dolibar va te générer la documentation. Donc ça, c'était un des défis. Est-ce que tu en as d'autres à venir ? Oui, alors après, l'autre défi, c'est celui dont tout le monde parle en ce moment, c'est l'intelligence artificielle, qui est hyper prometteur. Il y a déjà un développeur qui a proposé un plugin pour Dolibar pour exploiter la puissance de ChatGPT de manière à faire du requêtage, faire du reporting avec du requêtage en langage naturel. C'est-à-dire que la personne, elle veut faire un reporting qui est pas forcément prévu, ou qu'elle ne voit pas trop comment faire parce qu'elle n'a pas de connaissances
techniques sur comment sont structurées les données dans la base. Bon, elle tape sur le clavier, sors-moi la liste des clients qui ont eu au moins une facture dans l'année 2017, et puis off, l'appli, elle te sort la liste, quoi. Donc ça, c'est un petit plugin il y a eu un proof of concept qui a été fait, qui marche déjà pas mal, suffisamment pour qu'on sache que ça va devenir inévitable, quoi. On a des résultats qui sont très, très probants. Donc ça va être aussi un défi, mais j'ai pris cet exemple de requêtage. Mais si on le rajoute en plus à la fonction no-code que j'évoquais, c'est que demain, c'est l'outil no-code, on va même plus le piloter à la souris, on va le piloter en langage naturel. Ça, c'est encore un autre défi qui est dans les cartons. Donc c'est un deuxième défi. Et le troisième, on va dire, c'est plus un défi qui lui, donc là, on est plus sur des défis, des choses futures, récentes, mais on en a un qui est permanent sur le projet d'Olibar, c'est réussir à garder un logiciel qui soit simple, pas cher, avec un apprentissage qui soit quasi immédiat, avec le nombre de fonctionnalités que l'on a qui continue d'augmenter. Et ça, c'est un défi permanent. Ouais, en gros, si je reformule, c'est comment ne pas générer ou résorber la dette technique que tu as sur un projet comme Dolibar. Ouais, alors la dette technique, elle est surtout sur l'aspect le code, mais moi j'évoquais ça, on l'a aussi, mais je pensais aussi surtout à l'aspect fonctionnel. Comment rajouter sans arrêt plus de fonctionnalités, comment apporter toujours plus de services, parce que c'est l'évolution naturelle la concurrence, elle n'attend pas, hein. Comment proposer toujours plus de services sans mettre en péril la philosophie actuelle qui fait que le logiciel est très simple d'utilisation. Aujourd'hui, on sait faire beaucoup de choses très facilement, mais à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, on court un risque de complexifier, de transformer le logiciel en usine à gaz et de devenir finalement le même ERP que tout ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Et donc, c'est ça ce défi, c'est de ne pas ressembler à ce que font les autres et rester l'un des ERP, l'ERP le plus simple qui existe aujourd'hui sur le marché. Écoute, on est arrivé à la fin. Je voudrais te laisser conclure. C'est la tribune libre. Quel est un message que tu veux faire passer, que ça soit sur Dolibar, sur tes contributions au logiciel libre? Il y a plein de trucs qu'on n'a pas dit sur le packaging Debian, tout ça. Mais bon, bref, c'est... Ouais, il y a on pourrait faire plein d'autres streamings parce qu'effectivement, on a fait plein de raccourcis. Il y a plein de choses, plein d'expériences dans le monde open source que j'ai vécu. Notamment, j'ai pas parlé des échecs. Là, j'ai parlé de AW Stats, j'ai parlé de Dolibar. J'ai pas parlé des échecs. Je prends mon pied en faisant du libre. Je pense que c'est un univers vraiment merveilleux. Quand on arrive à ne pas tomber dans les travers, parce que dans le libre, là aujourd'hui, c'est devenu industrialisé, c'est devenu commercial énormément. Si on arrive à pas tomber dans les travers, on peut en vivre. Moi, c'est vrai que c'était pas mon objectif au départ. Je le faisais en parallèle parce que j'adorais ça. Mais je pensais pas qu'un jour ce serait mon activité principale. Je ne ferais que ça, parce qu'aujourd'hui je ne fais que du libre. Je pense qu'il y a d'autres expériences et aujourd'hui le monde est ouvert pour qu'on puisse réussir à avoir des business complets et vivre grâce au libre. Donc si vous êtes passionné, soyez patient, insistez. Entre le moment où j'ai commencé Dolibar et le moment où aujourd'hui je peux j'ai un train de vie très satisfaisant. Il s'est passé des années. Soyez patient, mais je suis convaincu que le libre a un énorme avenir. Il y a moyen de patienter parce que pour moi, le point de non-retour sur le libre a été atteint. On en aura de plus en plus. Et c'est le modèle qui va de plus en plus dominer. Donc, n'investissez pas dans le propriétaire, s'il vous plaît. Voilà, quel bon mot de la fin. Laurent, merci d'avoir d'avoir fait l'ouverture. C'est un grand plaisir. Voilà. Merci de couvrir enfin ce sujet en podcast qui est trop peu couvert. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.